Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Foot Normand, nouvel épisode du débrief saison 2024-2025 et l'antépénultième numéro, l'épisode 24. On se rapproche du dénouement en National 2 comme en National 3. Quelques vérités à nouveau ont éclaté ce week-end et on commence évidemment, vous en avez l'habitude, par le chapitre National 2. Le National 2, on va l'ouvrir par le choc du week-end, un choc entre l'US Avranches et l'US Saint-Malo, une équipe de l'US Saint-Malo qui espère encore grimper en National à la fin de la saison, une équipe de l'US Avranches qui compte bien finir et jouer les arbitres d'ici à la fin du championnat. L'US Avranches a assurément pris trop de retard sur le duo de leaders formé par l'US Saint-Malo et le Stade Briochin, mais les Manchois veulent terminer le championnat en grande pompe, accrocher le plus haut classement possible et l'occasion est belle de jouer les arbitres face à Pierre Magnon et les joueurs de l'US Saint-Malo en défi du côté du Stade Fenouillère pour accrocher de gros points et mettre la pression sur justement leurs voisins du Stade Briochin. Les joueurs de la Manche sont donc prévenus, l'adversaire qui les attend est coriace, mais ce sont les Manchois et Anas Lambrabet sur cette frappe non cadrée qui se montrent les plus prompts et les plus entreprenants en début de match. C'est au tour ensuite d'Idrissa Seydi, l'ancien joueur du SU Div Cabourg, qui recherche Jean-Pierre Thierry dans l'axe, qui ne le trouve pas. On va avoir le premier rush dans la surface de réparation de Nathan Bisson, des joueurs de Saint-Malo. C'est un petit peu confus au niveau de la défense, mais le jeune gardien qui remplace Alexandre Marfin, victime d'une rupture des ligaments croisés, réalise une belle partie et une belle première parade ici sur sa droite. Le premier acte reste néanmoins légèrement dominé par l'US Avranches qui, avec Anas Lambrabet et Idrissa Seydi, va passer tout près d'ouvrir la marque. Sauvetage miraculeux des Bretons. Idrissa Seydi décidément intenable dans ce début de match qui sert Anas Lambrabet, et le deuxième acteur principal de ce premier acte est fauché par Pierre Magnon. L'occasion est donc belle pour Idrissa Seydi de marquer le premier but et il s'exécute. Idrissa Seydi qui met assez logiquement l'US Avranches sur la bonne voie, 1-0, et une petite danse qui nous avait été promise par Zurab Sopromadze et réservée par l'US Avranches à son public. Même Aurélien Tertero a d'ailleurs joué le jeu. Le score à la pause donc, un but partout entre les deux formations. On s'attend à voir l'US Saint-Malo dans le deuxième acte tenter de revenir au score. Il y a une intervention de Nathan Bisson sur cette première tentative. À nouveau, beaucoup de confusion dans la surface de réparation manchoise et on s'y reprend à 2 voire 3 fois pour dégager ce ballon très très chaud. C'est sans surprise les Malouins qui dominent donc cette deuxième partie de match, cette deuxième période. Nathan Bisson reste toutefois infranchissable. Il faut attendre la 70e minute pour voir les joueurs de l'US Avranches se montrer légèrement dans la surface de réparation saint-loise. Mais ce sont les Malouins et ce poteau d'ailleurs qui font l'animation et l'essentiel des situations dans cette deuxième période. Nathan Bisson qui veille à nouveau au grain. Il va y avoir un nouveau tournant dans ce match, un nouveau pénalty, puisque c'est une vraie histoire de pénalty sorti du banc. Noah Mupemba concède ce pénalty et Raphaël Gerbeau, dans le temps additionnel, parvient à inscrire le but du match nul. On se dit alors que c'est terminé, que ce match va en rester là, et il va y avoir une dernière récupération de balle, une dernière offensive, une dernière incursion qui va octroyer un nouveau penalty dans ce match indiscutable. Celui-ci, les deux premiers étaient peut-être plus sujets à contestation. Noah Mupemba, le but de la victoire, et à la surprise générale, Mupemba qui expédie son tir au-dessus des cages du gardien de Saint-Malo. On en reste là, match nul entre l'US Avranches et l'US Saint-Malo qui ne fait évidemment pas l'affaire des visiteurs bretons. Une histoire donc de pénalty, un match nul assez frustrant pour les Manchois. D'ailleurs, je vous propose d'écouter la réaction d'Anas Lambrabet que nous avons recueillie à l'issue de la rencontre. Ouais, il y a un petit peu de déception, mais on est fiers de nous, quoi qu'il arrive, parce qu'on s'est regardé dans les yeux à cette équipe-là, parce que c'est une belle équipe qui mérite d'aller en national, je pense. On fait une première mi-temps très maîtrisée, on va dire, parce qu'on a les occasions pour tuer le match, même à 2-0. Mais voilà, on rentre à la mi-temps avec 1-0. Je pense qu'on a fait le plus dur, mais malheureusement, là, la fin du match, elle a été un petit peu compliquée pour nous. On a souffert un petit peu. Et puis, ouais, comme tu disais, c'est un match du fou avec 2 pénaltys à la fin. Et malheureusement, on l'a raté notre péno pour la victoire. Mais c'est pas grave, on est quand même content du résultat et du contenu, surtout en première mi-temps. C'est à l'image de notre saison, parce qu'on a perdu beaucoup de points, qu'on doit les gagner. Je pense pas qu'on est à notre place, parce
qu'on est à la 5e place. Je pense qu'on peut aller titiller un petit peu si on avait gagné ces points-là. Mais avec le groupe et avec le staff, on s'est donné un objectif jusqu'à la fin de saison. On va essayer d'aller chercher cet objectif-là. Là, on a pris un point, c'est déjà pas mal. Donc il nous reste encore 3 matchs et on veut aller chercher les 9 points. On va essayer d'aller les chercher. L'US Avranches qui aura fort à faire la semaine prochaine en allant défier chez lui le leader Briochin. Le stade Briochin en route vers une remontée en nationale. Sacré défi donc pour les joueurs de Michel Audrin. De défi, il en était aussi question ce week-end pour l'US Granville. Lancé dans une opération maintien, les Manchois étaient en déplacement du côté du Dinan Léon FC avec l'objectif encore et toujours d'engranger des points. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous vous proposerons les images de ce match ultérieurement cette semaine, mais les Granvillais qui avaient ouvert la marque par Sofiane Amar ont réussi à prendre un bon point en Bretagne. Ils ont été menés 2-1 dans cette partie, mais ils ont finalement égalisé grâce à Kenny Herbin, le but du 2-2 qui rapporte donc une unité qui pourrait valoir cher d'ici quelques semaines. Les Granvillais qui avancent encore dans ce championnat. Il faut se satisfaire d'un point pour les hommes de Mathias Jouan, mais ce point pourrait valoir très cher d'ici quelques semaines. Dernier rendez-vous dans ce chapitre National 2 à vous montrer le déplacement de l'AS Villers du côté du FCM Aubervilliers. Déplacement très important pour les joueurs de la Côte-Fleurie parce qu'en cas de faux pas, ils pouvaient tout simplement ce week-end se retrouver officiellement relégués en National 3. Les derniers minces espoirs de l'AS Villers passent par une victoire chez le dernier du championnat, la seule équipe que devancent les Normands au classement, le FCM Aubervilliers, victoire obligatoire et une première situation pour les jaunes et verts à mettre au crédit de Malcolm Perriand qui ne cadre pas. La chance d'ouvrir le score et de changer le cours du match est donc passée puisque derrière les Villersois vont passer l'un des après-midi les plus pénibles de leur saison. Ça commence d'ailleurs dès la 6e minute avec Bilal Aragui qui reprend ce centre venu de la droite laissé seul au second poteau. L'attaquant d'Aubervilliers ne se fait pas prier. Les joueurs d'Aubervilliers qui réalisent une saison délicate, eux aussi vont ensuite doubler la mise. Il y a ce premier arrêt dans un premier temps, ensuite la reprise acrobatique de John-Élie Chéry à la 13e minute qui met déjà la tête sous l'eau aux joueurs de Villers. On revoit cette reprise acrobatique difficile à appréhender dans les cages. Les joueurs d'Aubervilliers qui jouent trop vite, qui jouent les coups à fond et on réussit finalement du côté de John-Élie Chéry à s'offrir un doublé à la 24e minute. Le ballon qui échappe à tout le monde et qui au ralenti vient mourir dans le but vide. 3-0, les Villersois n'y sont pas à la pause. Il y a certainement eu des discussions du côté de William Prunier et l'effet est immédiat. Oumar Conté à la 49e minute qui vient s'offrir son 6e but de la saison. Oumar Conté qui réalise un bel exercice malgré les difficultés au classement de son équipe, mais derrière à la 67e minute ici à Aubervilliers, Amine Mefta met un penalty imparable, 4-1 et ce n'est malheureusement pas terminé. La Lanterne Rouge a décidé de se révolter lors de la réception de l'AS Villers. Amine Mefta s'offre lui aussi un doublé dans ce match à la 72e minute, 5 buts à 1. Le score est lourd et il va rester au bout du temps additionnel une réalisation à mettre au crédit des joueurs locaux, décidément intenable ce ballon en profondeur bien donné et c'est bien conclu par Johan Beaka. 6-1 le score final, l'AS Villers retrouvera le National 3 la saison prochaine, Aubervilliers aussi très certainement. C'est donc désormais officiel, l'AS Villers qui va redescendre en National 3 une année après être grimpé à l'étage supérieur. Cela reste une magnifique aventure pour ce club qui a gravi tous les échelons depuis quelques années. Il faudra donc repasser par la 5e division. Je vous propose tout de suite de faire un point général entre les résultats de l'US Avranches, de l'US Granville et donc de l'AS Villers sur ce qui s'est passé ce week-end dans les groupes B et C. Un point sur les classements et une projection vers la future journée qui sera jouée dès la semaine prochaine. Deux matchs nuls pour nos représentants normands dans le groupe B. Le point de l'US Granville qui pourrait avoir son importance ce week-end. Le résultat est plutôt positif puisque Poitiers mais aussi Saumur et Châteaubriand ont perdu tout en haut du classement. Le point pris par l'US Avranches face à l'US Saint-Malo a de l'importance puisque les Malouins avec une seule unité récoltée voient le Stade Briochin vainqueur à Saumur prendre ses distances avec 4 points d'avance et 3 journées à jouer. Les Briochins sont bien partis pour retrouver le national. L'US Avranches, vous le voyez, est en 6e position. C'est très serré pour la lutte pour le maintien. L'US Granville gagne une position ce week-end. Les Granvillais à 28 points, tout comme le Stade Poitvin et Saumur. Il y a donc de la place
pour se maintenir pour les hommes de Mathias Jouan et il faudrait réussir pourquoi pas à prendre des points à Louis-Dior la semaine prochaine face à Bourges. L'US Avranches de son côté continuera à jouer les arbitres du côté du stade briochin, inarrêtable, les hommes de Guillaume Alanou qui constitueront un sacré défi pour les Manchois. Dans le groupe C, c'est la défaite de trop pour l'AS Villers, première formation officiellement reléguée de ce championnat, défaite 6-1 tout en haut. Ça se dessine bien en revanche pour le FC Fleury avec sa victoire 5-2 contre Bischheim. Fleury compte 9 points d'avance sur Bobigny, c'est donc très bien parti pour les joueurs de Fleury qui n'ont besoin que d'un point pour valider leur promotion dans un championnat qu'ils auront de manière générale plutôt dominé. Dans le bas de tableau, donc l'AS Villers dit adieu au National 2, c'est presque terminé pour Aubervilliers. Wascal a encore un petit espoir d'aller accrocher une place pour le championnat de la saison prochaine. Pour l'AS Villers, il va rester 3 matchs, l'occasion donc de dire adieu convenablement à ce championnat. Prochain rendez-vous à domicile le 3 mai contre les Corses de Furiani. C'est la fin de la partie National 2, on attaque tout de suite le gros morceau, le National 3. Le National 3, on l'entame avec l'un des chocs du week-end, l'un des derbys. Il y en a eu 2 ce week-end entre 2 formations normandes. Le premier dans le groupe D a opposé les invincibles du CMS Wessel à la réserve du Stade Malherbe de Caen. 2 formations assurées d'évoluer la saison prochaine en National 3. Le CMS Wessel se déplace chez la réserve du Stade Malherbe Caen pour cette 24e journée de championnat, le seul derby normand de ce groupe D ce week-end. Et ce sont les hommes de Dramandine qui vont ouvrir le score suite à ce penalty obtenu et logiquement sifflé. C'est Adama Sidibé qui se présente face à Caracodio. Et malgré que le gardien du Stade Malherbe ait touché le ballon, il ne peut empêcher le but. Ça fait 1-0 après forcément l'ouverture du score du buteur Maison. Mais la réaction canaise ne va pas se faire tarder avec une première tentative repoussée par Yabouzélé. Puis une seconde qui frôle le cadre avec cette frappe de l'entrée de la surface de réparation qui est détournée. Et au retour des vestiaires, ce sont les Malherbistes les plus dangereux et qui viennent concrétiser leur bonne forme avec l'égalisation à la 50e de Joël Matondo, qui reprend parfaitement ce ballon et qui vient le glisser au premier poteau. Mais la joie ne sera que de courte durée pour les Malherbistes après cette frappe puissante de Adama Sidibé qui se loge sous la barre transversale. C'est imparable et ça fait 2-1 pour le CMS Wessel qui reprend l'avantage dans cette rencontre. On revoit le pétard du numéro 7 de Wessel. C'est son 14e but cette saison. Peut-être une dernière tentative pour les Malherbistes pour arracher le point du match nul, mais on en restera là. Victoire 2-1 des hommes de Dramandine qui font la bonne opération du week-end. Le CMS Wessel qui ne s'arrête plus, le CMS Wessel invincible et qui a pris une belle option sur la 2e place d'ici à la fin de la saison. On a d'autres rendez-vous dans ce groupe D à vous proposer, notamment le match de la 1000e pour Philippe Clément sur le banc du SUDIF Cabourg avec la réception d'une équipe déjà reléguée, l'AS Chatou. Il sera également question dans ce pêle-mêle qu'on vous propose de la réception de Bretigny par l'US Alençon. Le SUDIF Cabourg reçoit l'AS Chatou pour cette 24e journée de championnat, mais l'événement n'a pas lieu tant sur la rencontre, mais plutôt en avant-match, avec forcément la célébration de la 1000e de Philippe Clément à la tête de cette équipe du SUDIF Cabourg. Sa première remonte à 1994. On vous laisse imaginer tout ce que Philippe a traversé avec cette équipe, et notamment cette saison avec ce 8e de finale de Coupe de France. En tout cas, il y a un match à jouer et ce sont les Divés qui donnent le coup d'envoi de la rencontre et qui se montrent les plus dangereux dans ces premières minutes avec cette frappe détournée par le gardien. Et Div qui accélère dans ses premières minutes, donc avec un nouveau décalage côté gauche, encore une fois repoussé par le gardien, mais on récupère le ballon avec Alban Bécombo qui tente le lob, mais ça passe de quelques millimètres à côté, et sur le renvoi au 6,50 m, et c'est le pressing de Alban Bécombo qui est récompensé, et à la 18e minute de jeu, l'attaquant qui vient ouvrir le score, on le revoit, un excellent pressing qui empêche le dégagement de la défense adverse,
et l'ouverture du score donc de Alban Bekombo. Mais il y aura un avertissement avec ce ballon détourné par le poteau, bien que une position de hors-jeu soit signalée. Avertissement qui sera concrétisé au retour des vestiaires à la 50e minute de jeu. C'est Djibril Attab qui récupère ce ballon mal dégagé et qui vient égaliser donc dès le retour des vestiaires. Et on va le voir, hein, Djibril Attab qui va un peu voler la vedette de Philippe Clément ce soir avec une mauvaise relance. Et ce ballon récupéré par Djibril Attab qui signe un doublé à la 81e minute de jeu. On va assister alors à 5 minutes complètement folles de la part de l'attaquant de Chatou. Puisque quelques minutes plus tard, à la 84e minute de jeu, il y a encore une nouvelle fois un dégagement mal négocié, une récupération. Et donc le triplé pour Djibril Attab qui permet à Chatou de faire le break en cette fin de rencontre. Max Verrier qui ne peut rien faire face à l'attaquant de Chatou. Et Djibril Attab qu'on va retrouver lancé en profondeur, qui va se présenter face à Max Verrier, qui va signer un quadruplé en quelques minutes seulement. Dans les derniers instants, c'est physiquement que les Divés ont pêché. Mais après une saison aussi intense que la leur, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir ? La SPTT Caen a appris sa relégation officielle la semaine dernière, quand bien même les hommes de Laurent Dufour veulent finir le plus haut possible en cas de repêchage. Ça commence mal néanmoins ce week-end sur la terrain de la réserve de Bastia. Mohamed Amin Boumaï ouvre le score dès la 6e minute. Néanmoins, les postiers vont réagir sur cette longue transversale. La défense locale négocie mal le ballon et à la réception de ce service en pleine surface, c'est Nicolas Camillo à la 36e minute qui parvient à égaliser. Les joueurs de Caen qui vont finalement s'imposer sur ce centre-tir réalisé par Paul Gervais, le gardien bastiais est trompé. Victoire donc 2-1 pour la SPTT Caen. C'était un match sans réel enjeu entre l'US Alençon et Bretigny pour cette 24e journée, les deux équipes ayant obtenu leur maintien, notamment la semaine dernière pour les joueurs de Vincent Legnaud, que l'on retrouve dans la surface de réparation inverse avec cette frappe détournée par le gardien. La réponse de Bretigny et l'arrêt de Romain Anquincan pour répondre à son homologue. Le centre qui suit trouve la tête, mais cette tête ne trouve pas le cadre. Et quelques minutes plus tard, c'est ce ballon qu'on laisse passer pour Magloire Doumbé qui vient ouvrir le score à la 11e minute de jeu. Un match où on sent les deux équipes relâchées. On revoit cette passe que l'on laisse astucieusement passé pour Doumbé qui vient ouvrir le score. Romain Anquincan qui aura du travail avec cette frappe qu'il détourne. On se fait peur du côté de la défense alençonnaise. Mais on va tenter de réagir avec Nohan Traoré que l'on retrouve. Le bon enchaînement. On décale côté droit. La frappe qui est reprise magnifiquement par Nohan Traoré, justement, d'une petite magère ou d'une roulette. En tout cas, le geste technique est magnifique. L'égalisation l'est tout autant. On revoit au ralenti. C'est superbe. Ça fait un partout dans cette première mi-temps qui va à 100 à l'heure. Au retour des vestiaires, pas grand chose à se mettre sous la dent, hormis cette occasion des Alençonnais avec cette frappe qui fuit le cadre. On en restera là, score de parité, un partout. L'avant-garde cannaise reçoit l'Inas Montlhéry au stade Venoy. Et ce sont les Cannais qui vont se montrer les plus dangereux avec ce bon ballon dans la surface de réparation. Mais on n'arrive pas à trouver le cadre. Et comme bien souvent, malheureusement, c'est la punition qui suit derrière un manque de réalisme avec l'ouverture du score à la 22e minute de Tierno Correa qui vient tromper Valentin Le Tourneur. Et donc ça fait 1-0 pour les visiteurs. On revoit cette remise de la tête et le manque d'agressivité dans la surface de réparation avec le buteur de l'Inas. Mais les Cannais vont réagir et réagir de belle manière. Suite à un corner, le ballon qui est dégagé tant bien que mal par la défense adverse. L'enchaînement de Nicolas Duazé est parfait et la réalisation l'est tout autant avec ce contrôle poitrine reprise demi-volée. Au retour des vestiaires, ça a donné des idées à Romain Gossenet. Contrôle de la cuisse, reprise et à la 50e minute de jeu, c'est l'AG Caen qui prend les devants dans cette rencontre et qui voit
peut-être une lueur d'espoir dans cette fin de saison qui aura été très compliquée du début à la fin. Mais voilà, au fil des minutes et à la 56e plus exactement, c'est Mehdi Admi qui vient égaliser et doucher un petit peu les Canets avec ce ballon qui est repris. Un manque de concentration peut-être après le deuxième but Canet. Et on joue la 88e minute de jeu quand Mia Ronald Racco redonne l'avantage à Linas Montlhéry. Après quelques bonnes situations, ce sont bien les joueurs de la région parisienne qui reprennent les devants dans cette rencontre. C'est la 21e défaite cette saison à l'AG Caen, une saison décidément à oublier. Sans transition, on se tourne désormais vers le groupe C et on va évoquer le deuxième derby 100% normand du week-end au stade du Hazé. Le FC Flers a reçu le FC Saint-Lomanche, une formation assurée malheureusement de retrouver le Régional 1 la saison prochaine. Le FC Flers, qui vise encore et toujours le maintien, avait gros à jouer. Voici ce qui s'est passé dans ce derby 100% normand. En pleine forme depuis quelques semaines, le FC Flers reçoit une équipe du FC Saint-Lô qui est donc condamnée. Ça commence bien pour les joueurs locaux qui vont taper la barre transversale. Derrière, il y a ce pas de danse ou presque de Chelendal à l'ancien de la Chatou dès la 20e minute qui laisse la défense saint-loise sur place et qui permet d'ores et déjà aux hommes de Tony Rouillon de faire la course en tête. Il y a une réaction des joueurs de Guillaume Maillot qui vont tenter le tout pour le tout dans cette fin de saison pour finir le mieux possible ce bon ballon dans la surface, ce centre derrière. Malheureusement pour les joueurs en bleu, personne pour reprendre, personne pour venir tromper Valentin Prévost. De leur côté, les Flériens usent de contre-attaque habile sur celle-ci. Le ballon va venir frôler le poteau du FC Saint-Lô. De nouveau une situation de contre pour les joueurs de Flers et à nouveau un manque de précision dans le dernier geste et à nouveau un ballon qui vient raser un poteau saint-lois. Le deuxième but des joueurs de Flers n'est toutefois que partie remise sur ce bon service Corentin Lemaire qui parvient à se défaire de la sortie du gardien saint-lois et à pousser le ballon au fond des cages pour le 2-0. Le break assez logique pour les Flériens qui vont à nouveau enfoncer le clou et à nouveau Corentin Lemaire qui ne tremble pas au moment de réussir son duel. 50e minute, les joueurs de l'Orne ont déjà match gagné, ils viennent de plier l'affaire 3-0 pour eux. Il y a ce corner ensuite pour les joueurs locaux et à nouveau un but, 59e minute, c'est Léon Valentin qui se joint à la fête, le joueur passé par l'avant-garde qui porte le score à 4-0. L'addition est lourde pour le FC Saint-Lô qui va toutefois réussir à sauver l'honneur par l'historique Tony Lambard, 63e minute. Ce sont d'ailleurs, vous allez le voir, les Saint-Lois qui vont avoir l'un des derniers ballons chauds à négocier dans ce match, mais ce sera hors cadre et à l'arrivée, Flers sort de la zone rouge, une victoire 4-1 d'importance pour les hommes de Tony Rouillon. Large succès du FC Flers qui engrange les points depuis quelques semaines. D'ici quelques jours, les Flériens qui auront un nouveau rendez-vous d'importance au Hazé, un nouveau derby avec la réception de l'AF Virois, dont il est question désormais. Les Virois qui n'ont pas tiré un trait sur leurs espoirs d'accéder de nouveau au National 2 à l'issue de la saison. Cependant, il fallait ce week-end réussir un résultat du côté de Pontivy. Thomas Bèze s'est penché sur cette rencontre. Vire se déplace à Pontivy pour s'offrir une fin de saison pleine de promesses où tout est encore possible pour l'équipe du duo des frères Théo. Et une victoire à Pontivy permettrait encore de rêver un petit peu plus à retrouver le niveau, l'échelon supérieur pour les Virois. Mais ce sont bien les Bretons qui vont se procurer la première alerte avec cette ouverture du score qui est logiquement refusée pour une position de hors-jeu. Premier avertissement pour les Virois. Les Virois qui, eux, vont aussi réagir. Et à la 13e minute de jeu, c'est Hugo Bretagne qui reprend ce ballon mal dégagé suite à un corner et qui vient ouvrir le score et permettre aux Virois de prendre l'avantage. On revoit ce but au ralenti avec cette petite remise et cette frappe imparable. Et au retour des vestiaires, Vire qui va continuer d'attaquer. Et c'est Robin Legendre qui, à la 58e minute de jeu, fait le break dans cette rencontre en reprenant ce centre déposé au premier poteau. Et on le voit, les Virois qui sont les premiers sur les ballons, les plus agressifs dans le bon sens du terme. Et ça fait 2-0. Il y aura bien cette petite frayeur, ce petit frisson
passer avec cette tête qui passe juste au-dessus des cages de Louis Deschâteaux. Une dernière tentative sur coup de pied arrêté avec cette reprise qui frôle une nouvelle fois le cadre. Et avec cette deuxième victoire consécutive, les Virois se permettent de rêver. Et en haut du classement, le suspense reste entier. On le verra d'ici quelques instants dans le bilan, mais à l'heure où on se parle, l'AF Virois n'est plus qu'à un petit point du sommet de ce groupe C de National 2, ma foi, fort serré. Il reste 2 journées, les Virois peuvent donc avoir légitimement de l'espoir pour accrocher une montée d'ici à la fin de la saison. Il reste un match à vous montrer, le match des champions. Le FC Dieppe, d'ores et déjà assuré pour sa part d'évoluer la saison prochaine en National 2, qui se devait de reconquérir son stade Jean Dasnias avec la réception de l'Olympique Saint-Quentinois. Cette semaine, c'est Saint-Quentin qui se déplace chez le champion diepois. Et ce sont les joueurs, justement, visiteurs, qui vont se procurer la première occasion d'ouvrir le score après ce penalty obtenu suite à une faute de Alexandre Borja, mais repoussé par Alexandre Lefebvre. Oui, mais voilà, quelques minutes plus tard, il y a ce bon pressing et l'ouverture du score de Élie Julien qui vient tromper le gardien et la défense diepoise. Ça fait 1-0. Au retour des vestiaires, c'est sur coup de pied arrêté également que Nabil Amran double la mise et fait le break dès la 48e minute de jeu. Et voilà, Saint-Quentin qui double la mise donc chez le leader et le champion diepois. Un nouveau coup de pied arrêté, cette fois un peu plus loin, que l'on combine. Et le résultat est le même puisque Gamaël Dorville triple la mise. Le break qui est définitivement fait. En tout cas, c'est ce que peuvent penser les joueurs de Saint-Quentin qui s'imaginent se payer le champion. Oui, mais voilà, la 70e minute de jeu, Salim Diaby réduit le score sur ce coup de tête imparable. 3-1, le chemin reste long pour les Diepois pour revenir dans cette partie. Mais il y a ce centre et cette nouvelle tête de Florian Vasseur. 3 minutes à peine après la réduction du score. Un nouveau but, ça fait 3-2 et tout est complètement relancé dans cette partie qui s'annonce un peu folle. Et complètement folle à la 89e minute de jeu, un nouveau centre et c'est Valentin Carpentier qui reprend ce ballon de la tête et qui vient égaliser un comeback incroyable des Harengs et 3 buts de la tête s'il vous plaît. On revoit alors ce coup de casque de Valentin Carpentier et c'est un comeback incroyable des Diepois, un match haut en couleur à l'image de leur saison. Le match fou du week-end, on l'a eu donc du côté du FC Dieppe qui a fait plaisir à ses supporters, pas loin, vous l'avez vu, d'arracher finalement une victoire incroyable. Il faut se contenter du match nul, 3 buts partout. Pas de conséquences évidemment au classement pour les Diepois, assurés de terminer en tête avec une large avance. Je vous propose d'ailleurs de faire un point général sur ce qui s'est passé ce week-end dans les groupes C, D et E de National 3. Le bilan du week-end dans le groupe C évidemment, le succès tonitruant du FC Flers 4-1 face au FC Saint-Lô qui permet aux Flériens de sortir de la zone rouge. Surtout, la victoire de Vire combinée au match nul de Guingamp et à la victoire de Lorient rebat l'écart tout en haut. C'est la réserve lorientaise qui est désormais leader à égalité de points avec son homologue guingampaise, l'AF Virois. Une unité derrière, ça pourrait donc être très serré jusqu'au bout. Les Virois qui gardent donc une possibilité de monter en N2 à la fin de la saison. L'info importante évidemment, on venait de le dire, c'est le FC Flers qui se sort de la zone rouge. Mais vous voyez, c'est extrêmement serré. 3 équipes à 29 points, Flers, Lannion et Vannes pour espérer prendre de l'air. Les joueurs de Flers devront dominer l'AF Virois qui regarde vers le National 2 en ce qui le concerne. Le FC Saint-Lô tentera d'aider les Virois lors de sa réception du FC Lorient. Dans le groupe D, le succès du CMS Wassel 2-1 face à la réserve du Stade Malherbe. La défaite de la Caen à domicile, celle du SU Tif Cabourg, match nul pour l'US Alençon, victoire de la SPTT Caen et large défaite du Grand Quevilly FC à domicile. Au classement, c'est donc terminé. C'est le FC Borgo qui est promu en national. Le CMS Wassel a pris une sérieuse option sur la 2e place.
Le SU Div Cabourg apparaît encore à la 7ème position de ce classement, mais c'est très fragile puisque derrière la réserve de Bastia, la réserve du Stade Malherbe et l'US Alençon ont également 34 points. La SPTT Caen et l'AS Chatou qui vont lutter pour terminer à la première position de relégable en cas de repêchage eu égard aux sanctions administratives qui pourraient tomber lors de la prochaine journée de derby 100% normand. La SPTT Caen qui jouera contre le Grand Quevilly FC, le SU Div Cabourg ira en Corse chez la réserve de l'AC Ajaccio, Wassel recevra l'AG Caen, deuxième donc derby normand. La réserve du Stade Malherbe sera du côté de l'AS Chatou tandis que l'US Alençon recevra le champion, le FC Borgo. Dans le groupe E, le 3 partout, vraiment divertissant entre le FC Dieppe et l'Olympique Saint-Quentinois. Effectivement, le FC Dieppe reste tout en haut du classement, largement devant ses poursuivants, les champions de National 2 qui dominent un classement. On retrouve en bas de tableau l'Entente Sannois-Saint-Gratien, Drancy, Calais et la réserve de Valenciennes. Les Diepois, lors de la future journée, se déplaceront chez la réserve du LOSC. Ils auront donc un joli défi devant eux. On ne l'avait pas fait la semaine dernière, ça avait très peu bougé, mais cette semaine, on vous propose de faire un point sur le classement des buteurs en National 2 comme en National 3. Au niveau du National 2, petit point sur le classement des buteurs avec peu de changements pour nos 7 meilleurs buteurs. On retrouve Kenny Herbin qui est l'auteur de sa 6e réalisation cette saison et qui recolle à Omar Conte. Classement toujours dominé par Noah Mpemba suivi de Idrissa Seidi. En National 3, Adama Sidibé, auteur d'un doublé, repasse second de ce classement, suivi de Quentin Stockley, toujours à 13 buts, Hakim El Hamdaoui, 12 réalisations, Baptiste Fleury, Amaury Tessier, 11 buts, Ibrahima Samoura, Ilias Miraoui, 9 buts, classement toujours dominé bien sûr par l'Anvillois Matteo Mendy. Et on arrive au bout de cet épisode 24. Avant de conclure, cependant, il y a une petite annonce que nous aimerions vous faire. Pour la 4e saison de suite, nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue à nouveau des trophées du National 3. Meilleur joueur, meilleur défenseur, meilleur attaquant, meilleur milieu, meilleur gardien, meilleur espoir, équipe type, meilleur coach. Bref, vous connaissez la formule, les trophées du N3 sont de retour et la semaine prochaine, à l'occasion d'une émission spéciale, nous vous annoncerons les nommés pour ces trophées du N3 version 2024-2025. Et oui, rendez-vous la semaine prochaine, il y aura un débrief spécial, on reviendra sur les 3 rendez-vous de National 2, le National 3 en repos le week-end prochain, et on en profitera donc pour vous annoncer les tant attendues nominations des trophées du National 3 par Foot Normand. Vous découvrirez donc les choix qui ont été opérés par les différents clubs et quels joueurs seront donc en liste pour décrocher différents titres individuels. Voilà, c'est sur cette note qu'on va se laisser dans cet épisode. Remerciements à toutes les personnes encore une fois qui ont contribué à cet épisode. Merci beaucoup à Thomas Bez, particulièrement matinal ce dimanche. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour ce mini débrief spécial N2 et pour le débrief numéro 25. Ce sera dans 2 semaines et d'ici là, je compte évidemment sur vous pour tout simplement prendre soin de vous. Allez, salut!